Bonjour les enfants, ici le père Tougan. Si vous ne me connaissez pas, je suis le cofondateur de Side.xyz, Tougan.ai et Frog.tech. Les liens sont en description. On va parler dans cette vidéo d'une notion, c'est être un opérateur. Être un profil opérationnel. C'est vous êtes nombreux à apprendre des compétences précises. Vous allez apprendre par exemple le copywriting, vous allez apprendre la publicité, l'acquisition payante, vous allez apprendre à comment gérer, travailler avec des influenceurs, vous allez apprendre à faire monter un compte sur TikTok. Tout ça c'est très bien, mais c'est spécialisé. Pour moi, ces éléments-là, c'est un bon début. C'est comme ça que vous faites vos premiers revenus en ligne. Mais pour vraiment faire du bif, il faut être un profil élargi, avec plus de compétences. Il faut devenir un opérateur. L'opérateur, c'est bon, là on a une super idée, on a 2 devs, les devs peuvent sortir une techno de dingue en 48 heures, ok peut-être pas en 48 heures, en 1 mois. On a des capitaux, on a des affiliés avec qui on peut travailler. Moi, par exemple, j'aurai une audience pour mettre en avant ce produit devant mon audience, mais il faut un mec qui va tourner la boîte. Ce n'est pas les développeurs qui vont tourner la boîte. Il faut un opérateur. Il faut un COO, Chief Operating Officer. Et ça, c'est grosso modo le profil qui manque sur le marché. Vous voulez passer d'un état où vous gagnez quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros par mois sur Internet à une situation où vous êtes associé dans des business qui font rentrer des millions mois après mois, année après année, il faut devenir opérateur. Le premier point, c'est poser cette différence entre les skills et l'output. Les skills, c'est les compétences. L'output, c'est le résultat. Quand vous êtes un opérateur, on s'en fout que de base vous soyez un copywriter, que de base vous soyez un expert de TikTok, on s'en fout. Ce qu'on veut, on veut un résultat. On veut arriver à un chiffre, à une situation, à un résultat. Et donc pour ça, il faut élargir votre compétence. Par exemple, vous êtes copywriter. Pour devenir opérateur, il faut être copywriter. Mais qu'est-ce qu'il y a en amont du texte de vente ? Publicité. Vous devez maîtriser la publicité. Copywriting de publicité, technique de publicité, régie publicitaire. Différentes régies, différentes règles, différents fonctionnements. Peut-être aussi tout ce qui est influenceur, affiliation. Est-ce que vous connaissez des affiliés ? Est-ce que vous avez des réseaux d'affiliés ? Est-ce que vous avez des gens qui peuvent connaître des affiliés ? Yes, no. Ok. Texte de vente sur la page. La page est dans un funnel. Qui dit funnel dit étape. Dit chiffre, dit KPI, dit analytics, dit conversion. Vous devez donc optimiser la conversion. Vous devez savoir comment faire un bon upsell. Et puis derrière, il y a un produit. Qu'est-ce qui fait qu'un produit est de bonne qualité ? Qu'est-ce qui fait qu'un produit satisfait le client ? Qu'est-ce qui fait qu'un produit va tellement plaire au client que le client va spontanément, sans demander de lien affilié, en parler ? Parler du produit, parler de la marque, parler du formateur, parler du MVG, parler de la société, parler de peu importe. Comment on optimise le support client pour la rétention ? Large. Élargir les tâches. Donc vous n'êtes pas là pour avoir une compétence. Oui, bon, je suis copywriter, c'est bien, mais je m'en fous. Vous êtes là pour apporter un résultat. Mec, assis-toi, je m'occupe de tout. C'est ça un opérateur. Et quand vous faites ça, il faut être proactif. Proactif, c'est-à-dire que vous allez anticiper. Vous n'attendez pas qu'il y ait un problème, vous allez anticiper le problème. Et ça, moi, c'est un test que je fais souvent. C'est quand je commence à travailler avec un type, je sais où ça va foirer. Je sais que... alors je donne un exemple à con. Là, je fais des vidéos. Ok ? Donc là, j'ai des vidéos. On utilise Zoom pour faire les vidéos. Moi, je sais que Zoom, ça foire tout le temps. Donc j'arrive, les monteurs sont là, ils ont préparé les caméras, les machins, les bidules, tout ça. Je sais que Zoom, ça va foirer. Est-ce qu'ils ont anticipé que Zoom va foirer ? En général, non. Ils sont pas proactifs. Ils attendent que ça foire, ils font « Oh merde !» Ils prennent un tutoriel. Donc il faut être proactif. Et dans cette logique de skills versus output, il y a la différence aussi entre obligation de moyens et obligation de résultat. Dans le droit, si vous avez eu l'expérience du droit, dans un contrat, on distingue souvent l'obligation de moyens, l'obligation de résultat. L'obligation de moyens, c'est vous êtes payé pour poser votre cul sur une chaise de 9h du matin à 11h30 et après de 13h jusqu'à 17h. Vous travaillez à la poste, par exemple. Quand vous travaillez à la poste et que vous posez votre cul sur une chaise, que le courrier arrive à l'heure ou pas, vous vous en foutez. Que les gens fassent la queue 3 heures ou pas, vous vous en foutez. Vous êtes payé pour poser votre cul sur une chaise. C'est une obligation de moyens. Vous êtes payé pour passer X heures le matin, Y heures l'après-midi, Z jours par semaine ici. Vous en foutez du résultat. Ça, ces gens-là, on n'en veut pas. Ce sont des fonctionnaires. Il n'y a pas de place pour eux. Les fonctionnaires, on les remplace soit par des robots, soit par des Chinois. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est une obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est, mec, on s'en fout que tu viennes à 9h et que tu prennes ta pause déjeuner à 11h30. Ce qu'on veut, c'est que les gens fassent jamais plus de 1 heure de queue, ou de 20 minutes de queue, peu importe, et que le courrier arrive en 3 jours. Si pour ça, tu veux travailler 40 heures par jour, ce qui n'a aucun sens mathématiquement parlant, mais vous me comprenez, vous faites ça. Si ça, vous pouvez le faire en 20 minutes par jour, eh ben c'est très bien, vous passez 20 minutes par jour. Un opérateur, il fonctionne sur l'obligation de résultat. Il n'est pas en mode, oui, du coup, j'ai essayé, j'ai contacté des gens.
Ça veut dire, ok, il faut qu'on rassemble 100 affiliés. Ah bah j'ai contacté des gens, personne ne m'a répondu. Dégage, suivant. T'es pas un opérateur. Je sais pas ce que t'es, mais t'es pas un opérateur. L'opérateur, c'est ouais, on pourrait pas. Oui, j'ai déjà appelé machin, j'ai machin qui sont prêts. Là, j'ai d'autres gars qui sont dans le pipe, je les appelle cet après-midi. Ok, ça c'est un opérateur. Deuxième point, dans comment devenir un opérateur, c'est comprendre les 4 disciplines de l'exécution. C'est un RX spécial. Ça vient d'un bouquin qui s'appelle The 4 Disciplines of Execution, qui est chiant à lire, donc ne le lisez pas. Le premier point, c'est les WIG, c'est les Widely Important Goals, donc les objectifs très importants. Le deuxième point, ça consiste à comprendre la différence entre l'objectif intermédiaire et l'objectif final. L'objectif final, c'est par exemple, voilà, on veut faire, je sais pas moi, 504 profits ce mois-ci. Okay. Vous allez voir l'équipe et dites, ok les mecs, on se chauffe, on y va, on fait 504 profits ce mois-ci. Toute l'équipe est super chaude, tout le monde est content, bonne énergie, bonne dopamine. Est-ce que donner cet objectif, est-ce que les gens vont attendre l'objectif? Non, parce que c'est incantatoire. Ce que vous voulez, c'est comprendre quel est l'objectif intermédiaire. Quels sont le ou les objectifs intermédiaires qui ont un impact sur l'objectif final? Je prends un exemple tout bête. Si vous envoyez un email à vos clients avec un lien vers la fiche produit, il y a un pourcentage des gens qui vont ouvrir, un autre qui va cliquer, et après il y en a qui vont arriver sur la page et certains vont acheter. Donc, quand vous envoyez un email, vous savez qu'en moyenne, il sera ouvert à, je sais pas, 30%, qui sera cliqué à 4%, et qu'après sur la page de vente, comme c'est comme du trafic chaud, vous allez convertir peut-être à 10%. Donc vous savez qu'un email envoyé à une liste de X contacts va générer Y en vente. Donc, un objectif intermédiaire, c'est on va envoyer des emails. Un autre objectif intermédiaire, c'est on veut acheter du lead. Donc, ce que vous voulez en tant qu'opérateur, c'est bien identifier les objectifs intermédiaires qui ont un impact mesurable, probabilisable, répétable sur le résultat final. Okay. Donc, vous identifiez les objectifs intermédiaires. Et pour ces objectifs intermédiaires, vous mettez en place une forme de responsabilité collective ou de responsabilité publique et régulière. C'est que vous allez rassembler l'équipe. Et l'équipe, ça peut être vous et une personne. Hein. Ça peut juste être 2 personnes, une équipe. Hein. Et publiquement, vous allez dire, OK, cette semaine, je dois faire ça, je veux accomplir ça, l'objectif, c'est ça. Et l'autre personne fait pareil. Donc, toutes les semaines, la semaine, c'est pas mal comme une communauté de temps, on va dire. L'équipe va se rassembler pour dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont accompli la semaine dernière, est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs, quels sont les objectifs de cette semaine, et comment ils veulent les accomplir, quels sont-ils et quand veulent-ils les accomplir. Publiquement. Publiquement, c'est pas face à 1 million de personnes, c'est juste face à l'équipe. Ça s'appelle The 4 Disciplines of Execution, que j'ai, on va dire, simplifié à la caricature pour cet exemple-là. Le plus important, c'est vraiment distinguer l'objectif intermédiaire, l'objectif final. Tout le monde se focalise sur l'objectif final, par exemple le profit, mais le profit est incantatoire. Il faut se concentrer sur qu'est-ce qui déclenche le profit, et que vous pouvez mesurer, et vous pouvez actionner. Troisième point, c'est opération, marketing, product. En tant qu'opérateur, ma recommandation, c'est toujours commencer avec du 4L. Low cost, low tech, low human, low complexity. Donc vous simplifiez tout à mort. Donc ouais, alors on a 15 000 idées, on a un peu de ça, un peu de ça. Dans le produit, on a 5 fonctionnalités différentes, mais que celle-là aussi, peut-être qu'on va la développer, qu'on va faire une variation de cette feature parce qu'il y a quand même un client qui... Non. Vous arrivez, vous simplifiez à mort tout. On simplifie le produit, on simplifie les process, on simplifie les pages de vente, on simplifie les solutions techniques utilisées, on simplifie l'équipe, on simplifie tout. Premier point, c'est on simplifie tout. Le deuxième point, dans tout ce qui est opération, product, plan, ça va être de se confronter au réel en faisant... En anglais, c'est « do things that don't scale ». C'est les « do things that don't scale », c'est faire des trucs à la main. Je vous donne un exemple. Au lieu de penser une automatisation au 8e degré pour scraper des contacts, les mettre dans une liste, automatiquement envoyer le truc avec je sais pas quel outil, et après faire un retargeting. Non. Vous regardez qui sont des clients potentiels, vous les contactez tout bêtement. Vous êtes sur LinkedIn, Twitter, vous contactez les gens et vous les closez à la mano. Et donc en gros, vous en tant qu'opérateur, vous n'allez pas dire à l'équipe, alors oui, on n'a pas encore de clients, mais attendez les mecs, on arrive avec un système, ça va être un truc de dingue. Non, non. En tant qu'opérateur, l'équipe veut du résultat là maintenant. Donc chaque jour, vous allez chercher un client à la main, bêtement, ou 2 ou 3. D'ailleurs, c'est en faisant les choses à la main que vous saurez comment automatiser et scaler le truc. Vous ne pouvez pas scaler un truc que vous ne comprenez pas et que vous n'avez pas fait. D'accord ? Donc vous allez chercher à la main en vous confrontant au réel. Parce que quand vous prenez, alors vas-y, j'automatise ici, après j'envoie avec un email, et puis je fais une automation, et après je branche sur Zapier, puis make.com. Non,
Ça, c'est genre fuir le réel. C'est de l'enfumage. Ça peut marcher à un stade, mais à ce stade, c'est de l'enfumage. Donc, vous voulez vous confronter au réel en faisant des choses qui ne scalent pas. Une fois que ça, vous l'avez fait, vous pouvez commencer à scaler. Vous pouvez commencer à avoir un process, avoir une automatisation. Donc, 4L, puis confrontation au réel en faisant du do things that don't scale, et enfin, commencer un petit peu à scaler et automatiser. Le point numéro 4, c'est de développer une culture produit. Comprendre le design UI, donc les interfaces, le design UX, donc le fonctionnement d'un produit. Pour ça, il faut développer une compétence qui est rare. C'est celle de se mettre dans les pompes du con de base. Si vous devez arriver en mode, ok, j'arrive sur la page de vente comme le plus gros con, le mec le plus de mauvaise foi, qui n'a pas envie, qui va tout faire pour que ça foire. Vous cliquez sur tous les boutons comme un bouffon. Vous cherchez vraiment à ce que tout foire. Vous cherchez toutes les raisons de ne pas acheter. Toutes les raisons de vous plaindre. Vous savez, moi j'ai l'air très négatif. En fait, je suis sympa, hein, mais j'ai l'air très négatif. Et je suis négatif pourquoi ? Parce que quand on est négatif, et quand on choisit de voir tout ce qui est con dans le monde, ou tout ce qui est con dans un produit, ou tout ce qui est pété dans un processus commercial, si on choisit de le voir, on le voit. Et si on le voit, on le dégage, on le corrige. Et c'est beaucoup plus simple, je dirais, d'améliorer en virant, ou en supprimant, ou en corrigeant ce qui est con, plutôt qu'améliorer en pensant à un truc nouveau. Donc mieux vaut se focaliser sur ce qui est con, ça demande peu d'intelligence, peu de talent, et ça porte du résultat rapide. Donc vous commencez par éliminer tout ce qui est débile, vous mettre dans les pompes du client. Et après vous allez dire, une fois que vous avez simplifié à mort, et on reste dans une logique 4L, vous allez dire, ok, comment maintenant je peux accélérer la satisfaction client ? Comment je peux accélérer la gratification ? Comment je peux accélérer le résultat ? Quelle est la victoire ? Quelle est la dopamine ? Quel est le petit quelque chose que je peux libérer dans le cerveau du client le plus rapidement possible ? Un bon produit, c'est ça. Un bon produit, c'est un produit qui apporte une gratification rapide. On peut penser ce qu'on veut d'Apple, on achète l'iPhone, on a une petite boîte blanche, hop, on appuie, ça démarre, on slide, hop, et le truc qui démarre, et il est agréable, on a un peu de dopamine. C'est conçu pour, c'est bien fait. Donc, avoir une culture produit. Que ce soit un produit physique, que ce soit un produit digital, que ce soit un software, que ce soit un produit d'information, peu importe. Avoir une culture, avoir une obsession produit. C'est pas au développeur de se dire, alors du coup, le développeur par définition, il est à moitié autiste. Et je le dis avec beaucoup d'amour et d'amitié. Et solidarité même d'ailleurs. Donc c'est pas le développeur qui va se mettre dans les pompes du client. C'est pas le copywriter qui est là en train d'optimiser genre la 3e ligne de l'upsell qui va regarder le produit, comment il est fait pour se dire, ah putain, quand même, là on peut mettre un bouton ici et changer un peu la couleur là. C'est pas son rôle. C'est l'opérateur qui doit le faire. C'est l'opérateur qui fait un peu la jonction. L'opérateur, c'est souvent, moi j'appelle ça head of common sense. Tu vois, c'est le mec qui, son boulot, c'est, il a un triangle, un carré, un rond, ben il met le triangle dans le triangle, le rond dans le rond, le carré dans le carré. C'est juste le mec qui a le bon sens paysan. Et le bon sens paysan, c'est rare. C'est les qualités rares, c'est le bon sens paysan, c'est l'honnêteté et le travail. En fait, vous avez ces 3 trucs-là, vous êtes bien déjà dans la vie. Hein. Pas besoin de s'ingénier.